Alors, pour introduire notre nouvelle invitée, Marjolaine, je voulais vous raconter une petite histoire. La toute première fois que j'ai présenté Live Mentor à un événement, c'était dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre des Bernardins, dans le 5e arrondissement. J'étais assez stressé. Et, juste avant moi, il y a une fille qui passait parce qu'il y avait plusieurs projets qui présentaient. Et cette fille, elle était plutôt à l'aise, quoi, plutôt rayonnante. Moi, j'étais super vénère. Dès qu'elle faisait une blague, j'étais là, putain, je passe après, c'est chaud. Et cette fille, c'était Marjo. Donc à l'époque, je la détestais. Oui, t'inquiète, c'était réciproque. Oui. Mais au final, au fil du temps, on est devenus très très potes. C'est ma meilleure amie aujourd'hui. Et voilà, je vais pas vous parler de 12 000 ans de notre amitié, mais parce que je trouve ça sympa de pouvoir sortir de la situation où on regarde un autre entrepreneur en disant c'est mon concurrent, je l'aime pas et tout, genre j'ai pas envie qu'il réussisse. Bon, j'étais pas à ce point là quand même, mais quand même j'étais pas très content. À une situation, un peu quand même, à une situation où au final on comprend qu'on peut s'entraider, qu'on partage à peu près les mêmes problématiques et que la vie c'est plus sympa quand on noue des relations durables. Il y a une faute dans cette présentation parce que ce n'est pas 2 millions de messages par mois, c'est 2 millions de messages par semaine. Tu veux toujours pas que je réussisse, hein. 2 millions de messages par semaine. Donc Antonin m'a dit tout à l'heure que j'exagérais tout le temps les chiffres, là je les ai sous-exagérés, donc c'est le bon sens. On applaudit Marjolaine Grondin, qui nous fait le plaisir. Donc Marjo, qu'est-ce que fait Marjolaine? On va la laisser se présenter. Qu'est-ce que tu fais Marjo? C'est quoi Jam? Bonjour à tous, merci Alex pour cette intro. Juste pour... moi j'étais très très stressée et je trouve que t'étais très bon. Et quand t'es venu me parler au cocktail, je me suis dit au début, mais il est fou, enfin, on va pas se parler, on fait un truc pareil, on monte des boîtes, on va pas se parler. Et en fait, finalement, bah, t'as bien fait. C'était un peu le seul à faire ça, sinon les entrepreneurs, ils se regardent un peu tous en chien de faïence, donc merci, t'as témérité. On va s'éclater là. Donc, je m'appelle Marjolaine Grondin, je suis la cofondatrice de Jam, qui est aujourd'hui un bot dans Messenger, donc un petit robot avec lequel on discute, et qui a pour ambition d'aider les gens dans leur vie quotidienne à faire plus de choses dans leur vie. Donc en fait, qui va discuter, c'est la seule chose qu'il fait, Jam, il ne fait que discuter, il n'y a pas d'appli, il n'y a pas de site, il n'y a pas de, encore moins de boutique physique, c'est vraiment juste de la discussion pour inspirer les jeunes, surtout le langage de Jam et le contenu va être assez jeune, dans leur vie quotidienne à faire plein de choses. Mais j'aime bien dire que c'est ça ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand on a commencé, il y a 5 ans, 5 longues années, on ne faisait pas du tout ça. Et on a énormément changé. Jam a beaucoup évolué. Au début, ça s'appelait Blackbird. Donc, on faisait un tableau d'affichage virtuel pour les étudiants, pour qu'ils se partagent des bons plans entre eux. Aujourd'hui, on fait un chatbot dans Messenger qui donne des idées de trucs cool. Enfin, ça a l'air d'avoir rien à voir. Sauf qu'avec Loïc, mon associé, bah, on n'a pas du tout l'impression d'avoir perdu le fil. Et encore moins perdu la raison qui fait que on se lève tous les matins pour faire Blackbird, Jam, peu importe. On est là et la raison est la même derrière, quoi. C'est clair pour tout le monde ce que c'est qu'un chatbot? Marjo, c'est quoi un chatbot? Ok, un chatbot, c'est exactement ça. Et pour l'utilisateur, ce que ça veut dire, c'est un petit robot, mais qui n'a pas d'existence physique. On discute avec lui par la voix ou le texte dans des applications de messagerie. Nous, on a décidé d'aller dans Facebook parce que c'est là où nos utilisateurs sont, avec lequel on va discuter pour plein de raisons différentes. Effectivement, il y a tout type de chatbots. C'est plus une nouvelle façon, c'est une nouvelle expérience, mais il y a des bots sur tous les sujets. Jam, aujourd'hui, il est sur plein de sujets, et ça, c'est quelque chose qui revient pas mal dans l'histoire de notre boîte, c'est qu'on n'a pas envie d'être mono-sujet. Alors, ça empêche parfois des énormes accélérations, mais c'est ce qui fait aussi qu'on est passionné par ce qu'on fait, et qu'il y a une petite magie, je pense, dans Jam aujourd'hui. Mais en tout cas, un chatbot, c'est un petit robot avec lequel on va discuter sur des sujets différents, pour avoir les news, pour réserver une salle, dans le cas de Jam, pour s'inspirer à trouver un film, une recette de cuisine, une idée de soirée, de voyage, etc. Donc je vais sur Messenger, ce soir, je cherche un bar pour mettre 150 personnes, je le demande à Jam. Je vais sur le chatbot Messenger de Jam. Ça, c'est pour ce qu'elle fait aujourd'hui. À l'époque où on s'est rencontrés, tu faisais quelque chose qui n'avait rien à voir. Ça a été quoi les principales difficultés pour toi au début du projet? Est-ce que c'était l'âge? Est-ce que c'était le manque de ressources financières? Est-ce que c'était je sais pas où je vais dans ma stratégie? Est-ce que c'était je sais pas comment trouver des fonds? Je sais pas comment me faire connaître?
En fait, c'était rien de tout ça, parce qu'on était complètement dans notre bulle. Du coup, on voyait pas les problèmes. C'est vraiment dur à se rendre compte de ce qui s'est passé, c'est que pendant des longs mois, on a eu une idée qui était, voilà, on a étudié en France, à l'étranger, et à chaque fois, on a du mal à trouver la bonne information. Du coup, Eureka, au jour 1, mais ce qui n'est pas du tout ce qui doit arriver, j'ai une super idée, je vais créer une plateforme qui va permettre aux étudiants de se partager des bons plans entre eux. Puis après, entre le Eureka du jour 1 et le moment où la plateforme est sortie, il y a eu 1 an. Il y a eu 6 mois de code, de design, et 6 mois de debugging. Donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de features, c'était beaucoup trop complexe. On était beaucoup trop perfectionniste, même si quand on regarde les résultats, c'était loin d'être parfait. Mais en tout cas, on avait toujours cette peur de lancer. Et je pense qu'on se prenait pas au sérieux. Ça, j'en discutais avec Loïc récemment. Et on a recruté un stagiaire. Il expliquait un peu au stagiaire l'histoire de la boîte. Et il a dit, en gros, la première année et demie, on n'était pas vraiment entrepreneur. Et c'est vrai, en fait. Ça m'a fait mal à entendre, mais c'est ce qui s'est passé. Pendant 1 an et demi, on a fait tout à l'envers. On a pris des bureaux, alors qu'on était encore étudiants et qu'on était là à mi-temps. Des très beaux bureaux à République, magnifiques. On a dépensé 2000 euros, donc 1/10, même un peu plus, 20% de notre capital pour faire un logo. Voilà. Et après, le reste, c'est parti en mug, en tote bag. C'était... on a tout fait à l'envers. On a bien soigné notre page Facebook, changé notre profil LinkedIn. Trop fier, trop content d'être CEO, CTO, co-founder. Qu'est-ce que c'est génial, l'entrepreneuriat, ça va être super. Et en plus, c'est encore plus génial quand tu ne sors pas ton produit, donc c'est-à-dire que tu n'as pas d'utilisateurs, tu n'as pas de clients, mais c'est normal, tu n'as pas sorti ton truc. Donc c'est pas que tu t'es raté, c'est juste que c'est toi qui as décidé de pas en avoir. Donc en fait, on s'est évité tous les problèmes. Pas besoin d'argent. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Je sais pas. Voilà. Donc je ne sais pas de problème, tout va bien. Elle nous réveille, Marjo, hein. Très bien de la faire passer à ce moment-là de la journée. Ils ont dit quoi tes parents quand tu leur as dit je veux créer une boîte? Ouais. Alors, mes parents... Parce que moi je connais les parents de Marjo, ils sont pas entrepreneurs. Non, mes parents sont profs. Très bon métier. Prof dans les lycées français de l'étranger, alors c'est le rêve de tous les profs. Ce que je ferai un jour. Vas-y. On change le sujet ou tu veux... Non, vas-y. Mes parents donc sont profs. J'ai fait des études, je sais pas si c'est classique, mais en tout cas qui menaient à des métiers qui pouvaient être définis, etc., qui pouvaient être très valorisants sur le CV. Et en fait, pendant mon année de césure, qui était une année obligatoire de stage, j'ai passé 6 mois en conseil à la Défense, qui étaient les 6 pires mois de ma vie. Après, voilà. Et en fait, moi, j'ai fait un pacte avec moi-même qui était tu fais ces 6 mois, tu économises, et les 6 mois d'après de ton année, tu montes ta boîte. Et surtout, ne te laisse pas avoir par les paillettes, le salaire, le prestige, les dîners où tu fais quoi? Bah, je fais du conseil. Nan, nan. Et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit ok, c'est bon, le pacte, je sais que ça va, pas de problème, il va être facile à tenir. J'ai juste envie qu'on passe ces 6 mois et que j'aille monter ma boîte. Et sauf que mes parents étaient quand même très hyper frileux en fait, et c'est normal. Et surtout, moi je me souviens quand je parlais avec mes parents, surtout ma mère, je lui disais voilà, là on est en train de faire ça, on est en train de faire ça, ça fait 3 mois, 6 mois, on code, regarde, ça ressemble à ça. À chaque fois, elle me disait j'espère vraiment pour vous que ça va marcher avec tout le mal que vous vous donnez. Et comme moi à cette époque, j'avais mes petites œillères, je dis ça va marcher quoi, enfin ce qui compte c'est que je m'amuse, je fais des trucs, je fais mes sacs, mon design, mon logo, va marcher, on s'en fout, c'est pas, je m'amuse quoi, j'adore ce que je fais, je comprends pas. Mais je pense que le pire c'était ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait faut savoir, moi je viens de La Réunion, donc ma grand-mère est née à La Réunion, dans un cirque de montagne, elle est venue à 20 ans à Paris, enfin voilà, quand je lui parle de ma boîte, même aujourd'hui, elle me dit parle correctement. Elle comprend pas du tout. Voilà, je pense que j'invente des mots, que je dis n'importe quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ma grand-mère, qui me disait à chaque fois que j'allais la voir, ça me fait de la peine de te voir te casser les dents comme ça, d'être au chômage, avec tout le mal que tu t'es donné quand tu faisais tes études. Je me souviens de toi qui venais travailler le samedi, tu venais travailler tout le week-end, et puis là,
t'es au chômage, bon. Et puis à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me disait alors ça va, ta petite boîte? Je disais bah écoute, c'est super, là on a fait ci, on a fait ça. Elle me disait et tu te payes? Bah non. Bon bah, move on, next sujet, voilà. Donc oui, pas facile. Et puis il y a 5 ans, on parlait pas vraiment de start-up. J'étais un peu une ovni quand même dans mon master, où les gens se disaient bon bah elle est marrante Marjo, nous on est tous dans des banques d'affaires, en conseil, en market, en machin. Marjo elle monte son projet, même mes directeurs de master m'avaient dit d'accord pour la césure pour votre, avec les guillemets c'est les guillemets qui m'ont fait le plus mal, votre projet professionnel. J'étais là genre non mais c'est pas un projet professionnel, enfin c'est ouais je bosse quoi. Et donc oui, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui je pense que c'est différent, heureusement. Du coup il peut y avoir un peu l'effet inverse où tout le monde a envie de, enfin en fait tu montes ta start-up et je pense que c'est agréable aussi d'être l'ovni. Parce que tu sais que ce que tu vas faire, ça va être difficile, que tu vas sortir énormément de toi, de ta personne, d'énergie, etc. Et si tout le monde autour de toi, voilà, dire je vais monter ma boîte, les gens te disent mais t'es folle, ou t'es bizarre, ou alors t'es marrante, ça te donne une niaque. Alors que quand on te dit, bah ouais, comme moi, enfin comme tout le monde, je sais pas si ça donne autant de... Mais bon, voilà. Moi j'ai beaucoup d'élèves, certains sont ici aujourd'hui, qui me disent... c'est vraiment embêtant pour moi, dans mon entourage, j'ai personne qui est entrepreneur, ou un peu plus finement, j'ai que des personnes qui sont dans la même direction. Par exemple, j'ai beaucoup d'élèves qui sont encore étudiants et qui me disent bah moi, en ce moment, tous mes potes d'école, ils sont en train de faire les 4 conseils, ils sont en train de passer les entretiens de recrutement. Dans ma famille, pareil, ils sont tous dans tel domaine et ils ne créent pas du tout leur boîte. Donc pour toi, ça a été un problème aussi. Comment est-ce que tu t'es créé un réseau de pairs, de gens différents, de gens avec qui tu avais plus de choses à échanger qu'avec tes camarades d'HEC? Mais justement, une fois, je suis allée faire un pitch et puis il y a un mec bizarre qui venait me parler au cocktail. Moi, j'étais pas venue là pour ça, mais... Non, mais bon, entre nous, ça a mis du temps avant de... J'avais d'autres choses. Mais... Alors, en fait, c'est ça, c'est que pendant la première année, je suis tombée dans le bain de l'entrepreneuriat, où finalement tout le monde, personne ne savait vraiment ce que c'était. Il y avait énormément de spéculation. Les gens passaient finalement plus de temps à aller faire des confs, des pitchs, des start-up week-ends, des workshops et je sais pas quoi. Ça c'est l'extrême inverse. C'est l'extrême inverse en fait. Que du réseau. Voilà, et c'est que du réseau. Et je pense que pendant un moment, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai pas envie de réécrire l'histoire et je l'ai fait et ça m'a servi plus tard. Mais une phrase d'un de mes premiers associés qui après a quitté l'aventure, Hugo, a été quand même, qui m'a fait vraiment mal aussi. Il m'a dit, tu sais, tu fais du réseau, c'est super, tu fais plein de choses, des workshops, des startup week-ends et tout ça, mais l'exponentiel de 0, c'est 0. C'était un ingé. Voilà. Marjo était donc très bien entourée dans son projet, entre sa mère, sa grand-mère de la Réunion, son associé. Ça va, je vais bien. Mais il avait pas tort en fait. C'est que. Ouais, non mais en gros, quand tu fais. Prof de maths là. 0 fois 0 fois 0 fois. C'est-à-dire que. Voilà, tu veux multiplier. C'est-à-dire que moi j'ai essayé d'amplifier ce qu'on faisait avec le réseau. Et en fait, si t'as pas grand-chose, ça sert à rien. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai appris avec l'expérience, c'est que il faut vraiment, en tant que porteur de projet, se concentrer sur l'impact. Toujours l'impact, et pas forcément ce qu'on croit être... Enfin, il n'y a pas de recette. Par exemple, c'est la même chose pour la levée de fonds. Quand on a voulu lever des fonds, la première fois, on a voulu pour démarrer le projet. On s'est dit, voilà, maintenant, il faut lever des fonds parce qu'il faut se payer, etc. Et en fait, c'était du networking, quoi. C'était juste aller parler à des gens, leur pitcher le projet. Et en plus, un investisseur, il faut savoir qu'il ne dit jamais non. Un investisseur ne dit jamais non, il laisse toujours la porte ouverte. Il dit toujours plus tard, peut-être, j'adore, dans 3 mois, etc., etc. Et donc, du coup, t'as l'impression d'avancer. C'est horrible, c'est comme si... voilà, c'est comme en relation amoureuse, si on dit jamais non. Jamais non, jamais non, jamais non. Bien sûr, reviens, va faire du sport, reviens dans 3 mois, va te cultiver, reviens dans 3 mois. Et toi, t'es là, ok, c'est cool, j'ai 10 touches là, c'est super, je suis génial, j'ai embarras du choix. Et en fait, tu sors avec personne. Bah là, c'est exactement la même chose. Sauf que, on a l'impression que, voilà, ça passe. Il y a un truc qui fait qu'on croit que ça passe.
Ah oui, non, Antonin nous a expliqué ce matin qu'il était célibataire, endurci, il a donné son numéro de téléphone, enfin, il était une séance de coaching sentimental. Sur le réseau, moi, ce que tu dis, ça me rappelle vraiment moi aussi ce que j'ai fait. Moi, je perdais beaucoup de temps dans les événements entrepreneurs. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il fallait vraiment trouver les bonnes personnes et savoir qui est-ce que je veux rencontrer. Si je veux monter un karaoké, bah, je rencontre des gens qui ont déjà monté un karaoké et point final, quoi. C'est les gens les plus importants. C'est pour ça que je vous ai mis dans des catégories et que je vous invite à aller regarder à la prochaine pause ou ce soir quand on sera au bar, les gens qui sont tous formateurs, les gens qui sont tous blogueurs, les gens qui sont tous un site e-commerce. La prochaine fois qu'on fera un événement, je mettrai des piquets, genre un piquet avec un gros rond orange, et vous irez tous là-bas. Alors, on va parler de la levée de fonds parce que tu l'as évoqué et c'était une des questions pour toi de Sylvain. Comment tu as réussi à convaincre tes actionnaires, les gens qui ont mis de l'argent chez toi, sachant que, pour la petite histoire, la personne qui a financé Marjo sera sur scène dans 1h30. Donc on va essayer de dire tout ce qu'on peut dire avant qu'il arrive. C'était pas le premier. Et en fait, nous, on a une histoire un peu bizarre, je crois, de levée de fonds, où on a fait en 3-4 fois des montants différents, à des valorisations, donc le prix qu'on donne à la boîte, différentes. Mais je crois que moi, mon histoire, elle est assez simple. Si je dois résumer, c'est dès que je veux lever des fonds, j'y arrive pas. Et dès que je me concentre sur mon business, les investisseurs viennent me voir. Et on lève des fonds en 1 semaine, 1 mois, 3 mois. Et si on prend les chiffres, ça donne quoi? Alors, la première levée de fonds avec des business angels de mon école, c'était 90 000 €. Et ça s'est fait, mais enfin, il y a eu... pendant quelques mois, j'ai essayé de les convaincre, j'ai discuté avec eux, et à un moment... Voilà, l'incubateur de l'école nous a dit écoute, là, enfin ouais, c'est un peu difficile, tu vois, il y a plein de bons projets, machin, on en reparle, pareil. On en reparle dans quelques mois. Et du coup, bah, on s'est dit avec Loïc, on a plus qu'à bosser, quoi. Alors là, en fait, personne ne veut nous donner de l'argent pour créer, pour commencer. Bah, on va faire avec nos petits bras, on va bootstrapper, comme on dit, donc faire avec des bouts de ficelle. Et puis, on verra plus tard. Mais en fait, c'est le moment où t'es le plus en galère que t'es le plus créatif. Et du coup, bah, on s'est vraiment concentré en disant où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact. Typiquement, quand on faisait du coup la plateforme d'échange, plutôt que pour l'ego, se dire je lance dans 100 écoles et c'est complètement ouvert et même dans des écoles à l'étranger et c'est en anglais et machin, on s'est dit bah on va lancer dans une école qui est la nôtre et on va tenir des stands avec du café et des croissants et on va dire aux gens de s'inscrire. Enfin, c'est vraiment pour l'ego, c'est horrible, mais c'est ça qui a marché, quoi. C'est qu'on était là, on était présents, on était vraiment passionnés par ce qu'on faisait et on était surtout on donnait du temps, toutes les ressources qu'on avait, bah, c'était le temps. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de produits, donc on donnait du temps aux gens, à discuter avec eux, à voir comment on pouvait construire le projet avec eux, quelles fonctionnalités leur plaisaient, etc. Et du coup, c'est au bout de 2-3 mois de travail de fourmi, vraiment la tête baissée, quoi. Genre, je bosse parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Et j'arrête de penser égo parce que sinon, il se passe rien. Que là, l'incubateur est venu nous voir en disant... c'est génial ce que vous avez fait dans l'école. En plus, ils étaient en première ligne pour voir. C'est génial, je vous fais pitcher. Venez dans 10 jours. Voilà. Et là même, ça a été dur parce qu'en fait, je me souviens d'une remarque. On pitch et on dit pourquoi on a besoin d'argent et forcément, il y avait se payer. Enfin, nous, on n'est pas héritiers, on n'avait pas de chômage, on n'avait pas, donc fallait qu'on se paye. Et un des business angels dit mais enfin là, vous êtes habillé décemment, vous avez pris un petit déj, vous n'avez pas besoin d'argent en fait. Je me dis waouh, ça va être c'est sympa, j'ai vécu des trucs sympas. Et elle s'est dit non, mais si, mais pour développer l'application, pour machin, puis bon, tu te dis enfin, est-ce que je pars tout de suite ou est-ce que, enfin, bref. Et bon, je pense que c'était un peu pour nous tester et finalement ça s'est fait. Donc là, c'est vraiment incroyable pour nous le jour où ils nous ont dit c'est bon, on va mettre les 90 000, on s'est dit on va pouvoir payer nos 2 stagiaires, on va pouvoir se payer, on va pouvoir se donner 1 an pour et en fait le danger avec la levée de fonds, c'est que ben, on l'entend, mais c'est pas une fin en soi, ça reste le début de quelque chose et ça reste le moment où les choses se complexifient. Enfin, c'est comme signer un contrat de travail, ben, c'est pas ça y est, j'ai signé mon CDI, maintenant la belle vie, je fais plus rien, c'est maintenant que ça commence. Et c'est exactement pareil pour une levée de fonds. Et on a tout, enfin voilà, si j'essaie de schématiser, donc ça a été 90 000, puis 100 000 2 mois après. En fait, on a rejoint le Nouma, l'accélérateur dans le Sentier, et donc discutais avec pas mal de CEO et là c'était en l'occurrence Grégoire
notre ami en commun Grégoire, qui vient me voir pendant que j'étais en train de bosser et qui me dit Marjo, est-ce que tu veux toujours poursuivre ta levée de fonds parce que moi j'avais dit voilà c'est 90 000 mais s'il y a plus qui vient bon pourquoi pas et il me dit je lui dis oui enfin là c'est plus mon focus mais il me dit je te présente André donc qui était à côté de lui c'est mon investisseur et il m'a demandé dans quelle boîte faudrait investir d'autres au Nouma et effectivement avec Grégoire on était potes on parlait beaucoup on s'entraidait énormément et du coup il me dit voilà je te présente André est-ce que t'as 15 minutes. Donc là, j'arrête ce que je fais, je sais plus ce que je faisais, je vais discuter avec André, et puis le courant match super bien. Il me dit envoie-moi des docs cette semaine. Et ça, c'était un lundi, on s'est parlé. Le mercredi, je lui ai envoyé des docs qu'on a fait du coup entre temps avec Loïc. Et le vendredi, il me dit c'est bon, je mets 100 000 euros. Voilà. Facile. Mais en fait, il faut pas voir ça, c'est pas la semaine. On n'a pas levé 100 000 euros en une semaine, on a levé 100 000 euros en 2 ans de travail de fourmi et c'est en se concentrant sur notre business qu'on fait ça. Et après, on a levé 150 000 6 mois après parce que c'était la fin du Nouma et c'est là où on a pivoté sur justement plutôt un assistant conversationnel que la plateforme d'échange et des gens avec qui on discutait qui étaient potentiellement des clients, des utilisateurs, etc. Nous ont dit, surtout un m'a dit, écoute, j'adore là, le pivot, la trajectoire que tu es en train de prendre, ça m'inspire beaucoup, j'ai envie de vous aider, mais si je vous aide, je veux être intéressé financièrement. Je dis, écoute Patrick, moi, alors, un truc c'est que en tant qu'entrepreneur, on doit se raconter beaucoup d'histoires soi-même, et tout le monde nous raconte beaucoup d'histoires sur nous-mêmes, la presse, les incubateurs, les accélérateurs, tout le monde. Et puis nous, on finit un peu par croire à nos propres histoires. Et en fait, à la fin du Nouma, donc c'est 6 mois d'accélération, il faut faire un démo day. Donc c'est un pitch devant 300 investisseurs et journalistes, et chacun doit dire combien il doit lever. Et donc on est 12 CEO, pendant 3 semaines, on est coachés, on est vraiment aux petits soins pour que le jour J, sur scène, chacun dise en gros les meilleurs trucs, le plus gros chiffre de levée de fonds, regardez ce que j'ai fait pendant 6 mois, je suis génial, voilà mes projections, c'est les plus grosses, ma levée de fonds c'est avec la plus grosse, faites-moi un chèque au cocktail. En gros c'est ça, on est vraiment coachés pour ça. Et sauf que nous on n'était pas du tout dans une période où on voulait lever des fonds, mais sauf que quand on te dit là t'as une chance de... Enfin, soit tu passes pas, mais du coup le signal est hyper bizarre, il y en a un qui l'a fait, et ils ont eu raison, ils ont levé après, et voilà. Il y en a un qui a eu cette intelligence de pas le faire, mais sinon, moi, même si je devais pas lever de fonds, à ce moment-là, j'ai fini par croire à ma propre histoire et me dire on me dit que dans 3 semaines, il faut que je pitch pour demander des fonds. Bien sûr, je suis en levée de fonds. Et du coup, j'avais dit sur le chiffre qu'on voulait lever 750 000 euros. Alors qu'on n'avait rien. Et en fait, la vidéo, elle est sur YouTube, vous pouvez la trouver. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, si vous savez maintenant en regardant, on n'avait rien. Et j'ai quand même tenu 10 minutes à expliquer tout ce qu'on avait, rien. Et c'est incroyable. Vraiment, je la regarde, j'étais là, putain. C'est pas possible, mais en fait, ça rejoint ce que je disais au tout début, c'est que je racontais quand même la vision. Je racontais quand même pourquoi on était là, pourquoi on faisait ça. Mais bon, je faisais un peu comme s'il y avait un produit, alors qu'il n'y avait plus rien. Et la dernière slide, 750K €, magnifique et tout. Puis tu finis par croire à ta propre histoire. Et quand Patrick m'a dit, écoute Marjo, moi j'ai envie de mettre de l'argent dans ta société, j'étais là, mais Patrick, non, moi je suis en train de lever 750 000, là tu me dis que tu veux mettre 50 000 €, ça me sert à rien, moi c'est 750, etc. Il me dit non mais écoute, j'ai vraiment envie, on va trouver un moyen et tout ça. Et puis à un moment il me dit, je mets 80 000 et trouve d'autres gens qui veulent aller jusqu'à 150 et fais un petit tour de table. Et pareil, je dis ah mais non, 750 c'est nul par rapport à 150 par rapport à 750. Puis à un moment je sais pas, tu te réveilles de ton espèce de rêve éveillé, tu te dis mais en fait je suis pas du tout en levée de fonds, je suis pas du tout en condition pour lever 750 000 €, je suis en train de pivoter et 150 000 € et du conseil d'un mec en qui j'ai confiance. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et il a fallu un peu de temps pour... heureusement, il n'était pas rancunier. Parce que quand même, quelqu'un qui dit non, je veux pas de ton argent, je veux pas de toi, non. Bon, et du coup, un samedi, avec Loïc, on envoie un mail à quelques personnes avec qui on était en train de discuter, qui m'avaient dit, ça m'intéresse ton projet, parle-moi à ta prochaine levée de fonds. Et on leur dit, on fait une levée, c'est 150 000 €, on est à 80 000 aujourd'hui, donc il reste 70 à compléter. Les conditions financières, c'est ça. Et de toute façon, mercredi, on close. Et en fait, on nous a répondu, et on a closé les 150 000. Et ça s'est fait, et ça s'est fait parce qu'on travaillait, parce qu'on était passionnés, et pas parce qu'on était en recherche de fonds. Et le dernier, Isaïe, auprès de qui on a levé 1 million d'euros,
c'était, donc en fait quand on a levé les 150 000, c'était en mars, et on a levé 1 million en septembre-octobre. Parce que c'est l'année du pivot, c'est l'année où on a bossé comme des malades, hyper passionnés, hyper motivés, on adorait ce qu'on faisait. Et on se disait pas qu'on allait lever des fonds. Alors en fait, heureusement, parce que la trésor, elle baissait, on investissait beaucoup. À l'époque, c'était par SMS Jam, donc on payait nous les SMS. On avait des gens, il y avait des humains derrière Jam qui répondaient. Donc il y avait 100 personnes dans le monde entier pour les créneaux horaires qui se relayaient, des étudiants auto-entrepreneurs qui se relayaient pour répondre. Enfin, une machine à plutôt dépenser de l'argent qu'en faire. Mais on était passionnés, on croyait à ce qu'on faisait, ça montait. Et un jour, on reçoit un mail. Salut Marjo, on est des anciens de l'incubateur, on a vendu notre boîte, comme tu le sais peut-être, et du coup, j'aimerais bien discuter avec toi de ta connaissance de l'écosystème et de Jam. Et je montre à Loïc, et Loïc il me dit, ouais, il veut networker, il veut que tu lui donnes des conseils sur l'écosystème. Et je dis, mais non, le point 2, c'est je veux discuter de Jam. Et il dit, ouais, mais non, mais ça, c'est... Et Loïc... Et du coup, on se rencontre, et là, ils me disent, ouais, non, mais il faut que tu lèves 1, 2, 3 millions, nous, on est hyper chaud. Et en fait, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire que à la seconde où j'avais une personne qui voulait mettre un peu d'argent, j'ai vu grand, j'ai fait OK, levée de fonds, on repart, c'est parti. Et j'ai contacté des fonds en leur disant on va lever entre 800 000 et 1 million, 1,5 million, on sait pas. On a déjà des gens hyper intéressés. Voilà. Et en fait, oui, les investisseurs, c'est ça, c'est que tu leur dis, c'est comme dans la drague en fait, c'est alors, je suis déjà prise. Tout va bien, j'explore un peu mes options, mais en vrai, j'ai pas non plus... Et voilà, et en fait, tu fais un sentiment d'urgence. Et un des premiers cafés avec la personne qui investit chez nous pensait qu'on était vraiment au tout début, et c'était bon, on verra. Et puis 3 jours plus tard, je lui dis, ça y est, on a un premier engagement de quelqu'un qui veut mettre des fonds. Et puis là, ça s'accélère. Et en fait, en un mois, on a levé 1 million avec Isaïe. Et voilà. En fait, il y a une règle un peu classique qui dit quand tu fais une levée de fonds, quel que soit le montant, tu vas lâcher entre 20 et 25% des parts. Et c'est effectivement ce qu'on a fait. Et il y a aussi un truc chez Jam, c'est que c'est pas ça qui nous... Enfin, j'ai deux amis entrepreneurs qui me parlent de valo, qui retardent des levées de fonds pour augmenter la valo, etc. Et je sais pas, moi je me dis à un moment, peut-être que c'est naïf, mais je sais que c'est pas ça qui me drive... d'avoir la plus grosse valo, c'est plus ok, on a trouvé des fonds, un investisseur avec qui il y a une bonne relation de confiance et on sent qu'il va pouvoir nous aider. Le montant est là, le prix, oui, on reste dans les ordres de grandeur et tout le monde est un peu raisonnable, mais voilà, c'est pas mon focus en fait. Le principe d'une levée de fonds, c'est je vends une partie de ma boîte à un prix qui est le plus élevé possible. Mais bon, après, faut pas que ce soit trop élevé non plus, parce que si je veux refaire une levée de fonds derrière et que ma boîte vaut moins, c'est quand même c'est pas aussi simple que juste essayer de le mettre à une valeur de 50 millions, 100 millions, etc. J'ai besoin d'argent, j'ouvre le capital de ma boîte. En tant que fondateur, au début, j'ai 100% avec mes associés. Qui est juste pourquoi j'ai 100%, parce que j'ai mis du temps, j'ai mis mon énergie, c'est pas de l'argent, mais je vais donner 20, 25, 15% de mon capital pour une partie, pour de l'argent. Et du coup, ça va définir la valorisation de la boîte. Et ça va définir, par exemple, si la boîte est à 100, si on dit voilà, je vends 20%, du coup c'est 20 euros, c'est 20, et du coup moi je possède 80. Mais si je le vends plus cher, du coup ça augmente, mais ça reste quand même très théorique finalement. Parce que finalement, moi j'ai jamais mis... voilà. On va faire une autre conférence juste après avec la personne qui a financé à la fois Jam et Live Mentor d'ailleurs. Et on abordera, je pense, c'est important, toutes les manières de se financer. Parce qu'il y a les levées de fonds, mais il y a aussi le financement participatif. Il y en a pas mal d'entre vous, je sais, qui font des campagnes sur Ulule, sur Kickstarter, sur KissKissBankBank. Il y a le prêt bancaire, il y a les subventions, il y a plein de choses qui existent. On va essayer de tout couvrir. Question là-bas. Tu sors ton produit, tu te rends compte que ça marche pas. Du coup, forcément, tu sors un peu de ta bulle et tu fais ok, va falloir bosser le produit. On est sorti aussi du côté, on n'était que des étudiants, on n'avait pas besoin d'argent, etc. On est diplômés, donc qui est-ce qui va aller vraiment monter la boîte, qui est-ce qui va rejoindre d'autres entreprises. On n'est plus étudiant, donc on a besoin de se financer. En fait, c'est plein de petits, c'est la réalité qui se rappelle à soi et qui dit
voilà, c'est cool, ta bulle, tu peux la laisser durer, mais en fait, là, maintenant, il te faut des clients, il te faut des utilisateurs, il te faut un produit, il te faut des gens, il te faut de l'argent. Et, et en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, pour la première fois, tu as un temps. C'est-à-dire que le temps, c'est de l'argent, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, tu peux faire ton projet, si tu n'as pas besoin d'argent, si t'as pas... personne t'a donné d'argent, du coup, tu ne peux pas dire ok, j'ai 6 mois de financement devant moi. Parce qu'en fait, voilà, t'es pas financé, donc en fait, t'as un jour ou 100 ans. Enfin, c'est pas. Donc, mais le jour où tu récupères des fonds, hop, il y a un timer qui se met. Hein. C'est vraiment, ok, tu viens de lever 100 000 euros, tu dépenses, je sais pas, 10 000 euros par mois, t'as 10 mois. Et ça fait peur. Je pense que c'est au moment où on a levé des fonds qu'on s'est dit. Ok, maintenant il y a un temps, en fait on a un temps imparti pour prouver des choses, pour aller soit refaire une levée de fonds, soit être rentable. Mais en tout cas, ça fait du bien aussi, une petite claque de, ok, t'as mis de l'argent il part à une certaine vitesse, donc ça veut dire que t'as ce temps. C'est vraiment le premier... Et puis du coup, ça s'est fait progressivement, mais ouais, c'est plein de petites claques qui arrivent, et à un moment, tu te dis, ok, on y va, quoi. Le business model aujourd'hui de Jam, on a toujours tenu à rester gratuit pour les utilisateurs. On a eu d'ailleurs une conversation qu'on a eue ensemble qui était quand il y a 1 an, en fait, on est passé du modèle SMS avec des humains derrière qui nous coûtait énormément d'argent et qui rapportait peu d'argent. On diffusait des annonces de recrutement pour des boîtes, des petits trucs comme ça, à droite à gauche, des concours et tout ça. Mais c'était pas du tout, ça pouvait pas exploser. Et donc on s'est retrouvé un peu à un carrefour, on s'est dit ok, il faut changer des choses, qu'est-ce qu'on fait? Soit en fait on s'est dit on a quand même créé une énorme machine à répondre à des questions de gens, et est-ce qu'on fait un produit de niche payant comme un assistant personnel où on aurait 100, 1000, 3000 clients mais qui payent tous les mois et avec qui on fournit ce service. Du coup ce serait plutôt des gens assez aisés, qui ont peu de temps, ou alors on s'est dit on reste sur une cible jeune, sur plein de sujets de la vie quotidienne, mais t'es pas forcément prêt à payer pour avoir cette info, mais c'est hyper agréable. Et on investit beaucoup sur la technologie, et on essaie d'augmenter le nombre de personnes avec qui on peut discuter, mais grâce à la techno. Et nous, chez Jam, on a une énorme appétence techno-produit, enfin, c'est vraiment ça qui nous fait plaisir pour tout ce qu'on fait, le business model aussi. Et donc, on s'est dit, ok, on veut rester gratuit. Qu'est-ce qu'on fait pour rester gratuit et pour respecter aussi les valeurs de Jam, pas faire de la pub, pas être biaisé dans nos recommandations, etc. Et donc on a 2 lignes directrices de business model que souvent on vend en package. Premier, c'est Jam Insights. C'est aider les marques, les médias, les agences à comprendre les jeunes, donc en posant des questions. Peut-être que certains ont répondu à des questions de Jam. Par exemple, la SNCF, avec qui on a travaillé il y a 1 an, m'a rappelé cette semaine pour me dire voilà, on a lancé TGV Max, donc l'offre illimitée, là, il y a 1 an. On aimerait bien savoir ce que les jeunes en pensent. Bon. Et du coup, Jam va pouvoir créer un petit scénario de questions pour dire voilà, est-ce que tu es abonné à TGV Max? Et après, non, je suis pas abonné. Pourquoi? Est-ce que tu connais pas? Ok, problème de notoriété. Pourquoi? Non, et alors qu'en fait, c'est un produit qui pourrait te plaire, etc., etc. Et en fait, c'est hyper motivant pour nous de se dire, déjà, on choisit nos clients, on choisit les sujets, et on va aider des marques à comprendre les comportements. On a fait des enquêtes sur les jeunes et la drogue et l'alcool au volant. On a fait un sondage cette semaine sur les jeunes et la lecture. Donc on a aussi un peu démystifié le fait que les jeunes lisaient pas. On est un peu genre, on arrête de dire le jeune, il fait rien, il machin, il a rien compris, il veut juste voyager, se bourrer la gueule. Genre non, regardez, on arrive. Là, on va sortir les jeunes et le sport. On a fait les jeunes et l'avenir de l'école, l'intégration en entreprise. Enfin voilà. Donc ça, c'est plein de choses qui intéressent en fait les marques, les médias. On a eu des enquêtes, par exemple, il y a eu l'Obs il y a quelques jours qui a fait un sujet sur Macron et qui a dit voilà qu'est-ce que les jeunes pensent de Macron grâce à Jam, voilà ce qu'on en ressort, etc. Donc ça c'est la première ligne de business model, et au fur et à mesure que la communauté grandit, aujourd'hui on est à 250 000 et cet été on était à 80 000, donc ça grandit très très vite, on se dit qu'il y a une autre opportunité qui est de faire on appelle ça des campagnes, des jeux, des bons plans, genre de choses, enfin du contenu tout simplement, avec des marques. Par exemple, on a fait un concours avec Joon, la compagnie aérienne de Air France pour les jeunes, où on faisait découvrir Joon avec un petit
quiz un peu sympa, et après on pouvait faire gagner 2 allers-retours pour Barcelone. Donc ça nous donne du contenu. On a fait gagner des caleçons connectés, on a fait gagner plein de trucs marrants, des OP de Noël, des machins. Mais à chaque fois, c'est très identifié qu'on fait ça avec la marque. Et c'est pas les bars qu'on recommande, etc. Tout ça, toutes les recommandations de jam, de films, de bars, etc. On prend la data via des API, donc des flux de données de Yelp, Foursquare, Google, Facebook, etc. Voilà, il n'y a pas des trucs au milieu. On va clôturer là-dessus, parce qu'on est vraiment ultra en retard sur le planning, je viens de me rendre compte. Je pense qu'un des enseignements qu'on peut tirer du projet de Marjolaine, notamment pour ceux qui ont un blog, c'est qu'à partir du moment où vous avez une communauté forte, la monétisation, c'est plus vraiment un souci. Il y aura toujours des opportunités qui tomberont. Bon, alors elle, 2 millions de messages par semaine, là c'est sûr que ça envoie fort. Mais même quand on a 1000, 2000, 10 000, 30 000 personnes dans son blog, sa newsletter, tout devient beaucoup plus simple. C'est ce que nous a raconté Geoffrey Bruyère tout à l'heure. Merci beaucoup Marjo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.